disait « Seuls les forts méritent de vivre ». À Sparte, on jetait les bébés dans un gouffre s'ils semblaient en faibles. Les mères n'enfantaient pas pour elles, mais pour la cité. Les enfants étaient battus, affamés, brisés, pour devenir des dieux de guerre. Mais derrière la perfection, il y avait le sang. Et dans les cris étouffés du Tayget se cachait le vrai prix de la gloire. Voici l'histoire interdite de Sparte, la cité qui voulut abolir la faiblesse, et perdit son âme. La nuit tombait sur la vallée de l'Eurota, et le vent des montagnes du Tayget portait avec lui une odeur de fer et de cendre. Dans l'obscurité, on pouvait entendre les cris étouffés des nourrissons, certains pour vivre, d'autres pour mourir. Car à Sparte, la naissance n'était pas une bénédiction, c'était un jugement. Le premier test d'une vie entière vouée à la guerre. Et ce jugement, impitoyable, n'était pas rendu par les dieux, mais par les hommes. Ce soir-là, un conseil d'anciens se tenait au sommet du mont, torches à la main. Devant eux, une femme épuisée tenait dans ses bras un nouveau-né encore couvert de sang. L'un des vieillards s'approcha, son visage sillonné de cicatrices anciennes. Il leva l'enfant, le regarda dans les yeux, puis sans un mot, fit un signe bref. Deux jeunes hommes prirent le bébé et s'éloignèrent dans le noir. Le cri s'éteignit peu à peu dans la vallée. On disait que c'était pour le bien de la cité, pour que Sparte reste pure, pour que seuls les plus forts survivent. Mais qu'est-ce que cela signifiait ? Fort. Et à quel prix forgeait-on cette force ? Car derrière la légende des guerriers invincibles, derrière l'ombre des hoplites alignés en phalanges parfaites, se cachait une autre réalité, celle d'un peuple obsédé par la perfection, prêt à sacrifier l'humanité elle-même pour atteindre l'idéal absolu. Les Spartiates appelaient ce système l'agogé. Le mot évoque l'éducation, mais en vérité c'était une machine. C'était une fabrique d'hommes sans peur, sans faiblesse, sans pitié. Dès l'enfance, les garçons étaient arrachés à leur mère, dépouillés de tout attachement, puis livrés à la faim, au froid, à la douleur. On disait qu'à Sparte, l'amour d'une mère ne valait pas l'amour de la cité. Mais la cité, elle, ne connaissait pas la tendresse. Des témoignages anciens, comme celui de Plutarque, plus tard, décrivent cette sélection impitoyable. Les bébés étaient examinés par les anciens de la tribu. Ceux qui semblaient malformés, faibles ou trop petits, étaient jetés dans un ravin, l'apotète, un gouffre près du mont Tayget. On prétendait que c'était pour préserver la force du peuple, mais certains chercheurs modernes suggèrent que il-s agissait aussi un rituel symbolique, une offrande au dieu de la guerre Arès, un acte de purification extrême. Car pour les Spartiates, la faiblesse était une souillure, une menace plus grande que la mort. Pourquoi un peuple en était-il venu à considérer la compassion comme une maladie ? Pourquoi fallait-il détruire pour créer la force ? Ces questions, encore aujourd'hui, hantent les historiens. Un fragment retrouvé dans une inscription lacunaire évoque une règle étrange. Que nul enfant ne soit élevé salilna est digne de porter la lance. Cela signifiait que, dès le premier souffle, la vie d'un Spartiate appartenait à l'État. Le corps lui-même devenait une ressource publique. Les mères n'enfantaient pas pour elles, mais pour la cité. Leur ventre était, littéralement, des instruments de défense nationale. Et les unions n'étaient pas laissées au hasard. À Sparte, l'amour n'existait pas. Du moins, pas au sens où nous l'entendons. Les mariages étaient arrangés selon des critères physiques, robustesse, musculature, endurance. Certains témoignages évoquent des concours, où les jeunes femmes étaient montrées nues, choisies pour leur vigueur. Le but n'était pas de plaire, mais de produire. La cité voulait des enfants solides, taillés pour la guerre, faits pour supporter la faim, la douleur, la discipline. Des sources romaines, souvent scandalisées, parlent d'une pratique dérangeante. Les femmes mariées pouvaient être autorisées à concevoir des enfants avec des autres hommes, mais seulement si ces hommes étaient considérés comme plus forts, plus aptes. L'État contrôlait les ventres comme on contrôle un champ de bataille. Et derrière ce contrôle, une idéologie. L'homme appartient à Sparte, la femme aussi, et l'amour n'est qu'un outil biologique. Une nuit, raconte une chronique semi-légendaire, un jeune soldat nommé Dorius surprit sa femme dans les bras d'un autre. Il faillit la tuer, mais le magistrat lui rappela la loi. Elle a agi pour le bien de la cité.
À ce moment-là, Dorius comprit ce que n'était réellement Sparte. Un lieu où la vertu individuelle n'existait pas, où même le mariage était soumis à la logique de la guerre. Ce souvenir, il le porta jusqu'à la bataille de Platée, où il mourut sans avoir jamais pardonné. Mais ces pratiques n'étaient que le commencement. Car l'enfant qui survivait à la sélection et naissait d'un couple idéal devait ensuite être brisé pour être reconstruit. À 7 ans, les garçons étaient arrachés à leur foyer et livrés à l'agogie. Là, sous la surveillance d'instructeurs impitoyables, ils apprenaient à obéir, à endurer la faim, à voler sans se faire prendre, car être pris valait la honte. L'enfant n'apprenait pas seulement à se battre, il apprenait à se taire, à dissimuler la douleur, à haïr la faiblesse. Chaque blessure, chaque cicatrice devenait un titre d'honneur. La souffrance était un baptême. On raconte que certains enfants mouraient de froid, que d'autres étaient battus à mort sans que personne n'intervienne. Mais pour les Spartiates, c'était la loi naturelle. La mort du faible renforce la cité. Un témoin grec du IVe siècle avant J.A.H. aurait écrit « À Sparte, on ne pleure pas les morts, on pleure les lâches ». Et pourtant, derrière cette apparente cruauté se cachait une logique terrifiante, celle de la survie collective. Sparte était une minorité dominante, une caste guerrière entourée d'esclaves, les Ilotes, qui les surpassaient en nombre. Pour maintenir leur pouvoir, les Spartiates devaient être invincibles. La moindre faiblesse, la moindre défaillance pouvait entraîner la révolte. C'est ainsi que la peur forgea la discipline, et que la discipline se transforma en religion. Une religion de la force. Un historien moderne, Nikos Karadimos, a écrit « Sparte ne formait pas des hommes, elle construisait des statues vivantes. Leur chair était du bronze, leur cœur du marbre. » Cette phrase résume tout. La cité voulait abolir l'humain au profit de l'idéal. Et cet idéal, c'était le guerrier parfait. Mais qu'est-ce qu'un guerrier parfait si ce n'est une machine? Dans les récits anciens, on perçoit parfois une fissure. Certains jeunes Spartiates, dit-on, s'enfuyaient dans les montagnes, incapables de supporter la dureté de la vie militaire. Ils étaient traqués, ramenés, exécutés. Leur mort servait d'exemple. Et peu à peu, même la fuite devint impensable. À Sparte, il n'y avait pas d'échappatoire. La nuit, dans les baraquements, les enfants parlaient à voix basse, inventaient des histoires sur un monde au-delà des montagnes, où les mères gardaient leurs fils, où les hommes vivaient sans peur. Mais à l'aube, les cris des instructeurs effaçaient tout rêve. Le monde au-delà n'existait plus. Il n'y avait que Sparte et la guerre. Et si cette obsession de la perfection était que un masque pour dissimuler une peur plus profonde, la peur de disparaître? Car dans la froide logique spartiate, la survie de la cité justifiait tout. La cruauté, la mort, le contrôle des corps et des âmes. Mais que restait-il une fois la perfection atteinte? Un silence, un peuple sans larmes, des guerriers sans enfance. À l'aube, les tambours résonnaient dans la cité encore enveloppée de brume. Leurs battements sourds marquèrent le début d'un autre jour dans l'agogie. Les garçons se levaient, sans un mot, pieds nus sur la terre froide, le regard vide, les muscles tendus. Ils savaient que chaque geste comptait, que chaque hésitation pouvait être interprétée comme une faiblesse. À Sparte, même le sommeil appartenait à la cité. Les instructeurs, les paidonomes, observaient tout. Ils étaient les gardiens du programme, des hommes formés à briser l'enfance. Leurs yeux, disait-on, pouvaient reconnaître la peur à la simple respiration d'un élève. Quand ils la décelèrent, ils la traquaient jusqu'à la détruire. Les coups pleuvaient, les humiliations aussi, car dans la logique spartiate, la honte était plus efficace que la douleur. La douleur forge le corps, la honte, elle, forge l'âme. Un jour, raconte une chronique, un jeune garçon nommé Léonidas, pas le futur roi, mais un autre, oublié des livres, fut surpris en train de pleurer après un châtiment. Le pédonome le fit mettre à genoux au milieu de la cour et ordonna aux autres enfants de le frapper, chacun leur tour, jusqu'à ce qu'il cesse de gémir. Quand il tomba, inconscient, on le laissa là, sous le soleil brûlant. Le lendemain, il se leva, titubant, et reprit sa place dans le rang. Ce jour-là, il avait appris la leçon essentielle.
À Sparte, pleurer était une trahison. Ce n'était pas de la cruauté gratuite, du moins pas dans leur esprit. C'était une forme d'alchimie. Les Spartiates croyaient que la douleur transmutait l'homme, que la souffrance le purifiait. Dans les temples, on priait pour la dureté, non pour la miséricorde. On priait pour être insensible, pour devenir pierre. Certains poètes spartiates chantaient « Heureux celui dont le cœur ne tremble pas, car il est digne de marcher parmi les dieux. » Mais les dieux eux-mêmes semblaient s'éloigner d'une telle cité, car à force de forger des corps, Sparte oublia les âmes. Les jeunes, pendant l'agogée, ne connaissaient pas leurs parents. Le lien familial était effacé, remplacé par une fraternité d'armes artificielles. Ils mangeaient ensemble, dormaient ensemble, s'entraînaient ensemble, mais sans jamais se confier. L'intimité était un danger, l'attachement, une faiblesse. Si un garçon tombait malade, il était isolé, parfois abandonné. Car la cité n'avait pas besoin des malades. La nourriture était volontairement rare. Les enfants devaient apprendre à voler, non pas pour survivre, mais pour prouver leur ruse. Un élève pris en flagrant délit n'était pas puni pour avoir volé, mais pour s'être fait attraper. Un paradoxe qui servait à développer la duplicité, l'art de dissimuler. L'hypocrisie devenait une vertu. Ainsi naissait le guerrier idéal, rusé comme un loup, impitoyable comme un dieu. Les instructeurs observaient aussi les jeux des enfants. Ces jeux n'en étaient pas vraiment. Ils reproduisaient la guerre, le commandement, la soumission. On organisait des combats rituels où les plus faibles servirent d'exemple. Le sang coulait, parfois la mort survenait. Personne ne pleurait. L'un des chants les plus anciens de Sparte disait « Mieux vaut mourir jeune, debout, que vivre vieux à genoux ». Ces mots résonnaient comme une prière, mais c'était en réalité une condamnation. Nul n'échapperait à la violence. À 14 ans, ceux qui survivaient à cette éducation entraient dans une phase encore plus terrible, la krypteia. C'était une épreuve secrète, un rite de passage à la frontière du meurtre et de la déshumanisation. Les jeunes étaient envoyés dans la campagne, armés d'un poignard, sans vivre, sans manteau. Leur mission, survivre et surtout, tuer. Tuer les ilotes, ces esclaves qui travaillaient la terre pour nourrir la cité. Les tuer la nuit, en silence, comme des bêtes. Ce n'était pas seulement un test d'endurance, c'était une initiation à la domination absolue. En ôtant la vie à un autre homme, le jeune Spartiate prouvait qu'il appartenait à la caste des maîtres. Plutarque rapporte que chaque année, les éphores, les magistrats suprêmes de Sparte, déclarait officiellement la guerre aux ilotes pour que ces meurtres ne soient pas considérés comme des crimes. Une bureaucratie de la mort, un rituel légal de purification. L'État encourageait ainsi le meurtre sélectif, l'entraînant dès l'adolescence. Une société entière construite sur la peur et le sang. Et pourtant, ce système fonctionna pendant des siècles. Pourquoi ? Parce qu'il ne laissait aucune alternative. Certains historiens modernes ont tenté de comprendre cette logique en termes biologiques ou sociologiques. D'autres y voient une forme d'eugénisme avant l'heure. Mais à travers les siècles, ce qui fascine et terrifie à la fois, c'est la froide cohérence de Sparte. Rien n'était laissé au hasard. Même les corps des femmes étaient entraînés à la guerre. On leur faisait pratiquer la course, le lancer du disque, la lutte. Non pas pour combattre, mais pour enfanter des enfants robustes. Que les ventres soient peu, car ils portent les futurs soldats, disait un décret apocryphe. La maternité devenait un champ de bataille. Dans une chronique imaginaire, une femme spartiate s'adresse à son fils avant la guerre. « Reviens avec ton bouclier, ou sur lui ». Cette phrase devenue légendaire symbolise la froideur de l'éducation spartiate. Le devoir surpassait tout. La mort honorable valait mieux qu'une vie de honte. Même la maternité, ce dernier refuge de tendresse, était absorbée par la logique militaire. Mais derrière cette façade d'acier, une question persiste. Que devenaient ceux qui ne rentraient pas dans le moule ? Les jeunes trop sensibles, trop réfléchis, trop humains, on ne les mentionne jamais. Ils disparaissaient, effacés des registres, exclus de la mémoire collective. L'historien Théopompe parle de disparus de l'agogée, ces enfants que la cité préférait oublier.
Certains auraient été envoyés aux frontières, d'autres livrés aux bêtes. Leur sort reste un mystère, un silence dans les archives. Peut-être le plus terrifiant de tous, car Sparte avait compris une chose. Pour fabriquer la perfection, il faut d'abord détruire l'imperfection. Et cette destruction méthodique ne concernait pas seulement les corps. Elle atteignait les âmes, les émotions, la pensée. À force de supprimer la peur, on supprima aussi la compassion. À force d'exiger la force, on tua la joie. L'homme spartiate devint une ombre, une arme sans nom. Les rares voyageurs étrangers admis à Sparte décrivaient une cité étrange, silencieuse, ordonnée, sans rire. Les repas collectifs, les syssities, se déroulaient dans une austérité monacale. Pas de vin en excès, pas de musique, sauf celle qui accompagnait la guerre. Chaque instant de la vie était orienté vers le combat. Même les fêtes religieuses, comme les Hyacinthies, prenaient une tournure militaire. Les chants aux dieux célébraient la discipline, non la beauté. Et pourtant il y avait de la beauté, une beauté froide, presque abstraite. Le corps spartiate, ciselé par la souffrance, devenait une œuvre d'art vivante. Les statues, qu'on érigea plus tard pour honorer leurs héros, ne faisaient que reproduire ce que la cité avait déjà sculpté dans la chair de ses enfants. Une esthétique de la douleur. Des chercheurs contemporains ont remarqué que cette obsession du corps parfait préfigurait certaines idéologies modernes. L'idée qu'un peuple puisse se purifier par la sélection, par le contrôle total de la reproduction et de l'éducation. Sparte fut peut-être la première société à mettre en œuvre un programme totalitaire avant la lettre. Chaque naissance, chaque mort, chaque union servait une cause unique, la survie de la cité. Tout le reste, l'amour, la compassion, la liberté, n'était que distraction. Mais même dans l'ombre de cette perfection, des fissures apparaissaient. Certains soldats, au retour des campagnes, montraient des signes d'épuisement, de vide. On les voyait errer dans les rues, incapables de s'adapter à la paix. Car à force de vivre pour la guerre, ils ne savaient plus vivre sans elle. Ce syndrome, les modernes l'appelleraient traumatisme. À Sparte, on l'appelait simplement la fatigue des forts. Et si, derrière la grandeur de Sparte, se cachait une tragédie silencieuse, celle d'un peuple qui a voulu transcender la condition humaine et qui, ce faisant, l'a perdue, car l'homme spartiate, dans sa perfection glaciale, n'était plus un homme. Il était une idée devenue chair, puis pierre, une utopie transformée en cauchemar. Dans les rues de la cité, le soir, on pouvait parfois entendre des chants bas, des voix d'enfants qui répétaient en chœur « Nous sommes les fils de Sparte, nous ne craignons rien ». Mais derrière ces mots, on devinait une peur interdite, enfouie, celle de ne pas être à la hauteur, car même les dieux à Sparte exigeaient qu'on leur prouve sa valeur. Et c'est ainsi que, génération après génération, le cycle se perpétua. Les enfants devinrent soldats, les soldats devinrent instructeurs, et les instructeurs, vieillards, retournèrent au Tégète pour juger les nouveau-nés. Le cercle se refermait. Une boucle de chair et de fer, sans fin. Mais une question demeure, suspendue dans le silence. Qu'arrive-t-il à une cité qui ne tolère plus l'imperfection? La réponse, peut-être, se trouve dans les ruines de Sparte, là où le vent charrie encore les échos d'une grandeur aussi sublime qu'inhumaine. Les siècles passèrent, mais la cité resta figée dans son éternelle rigidité, comme un corps pétrifié dans la gloire. Sparte ne changeait pas, elle ne riait pas, ne rêvait pas, ne pardonnait pas. Elle se contemplait dans le miroir froid de sa propre légende. Pourtant, derrière les murailles de discipline et de silence, quelque chose commençait à se fissurer. Ce n'était pas la peur de l'ennemi extérieur, non, c'était pire. C'était la peur de l'intérieur, la peur que la perfection elle-même ne puisse durer. Au cœur de cette tension, un murmure parcourait les rangs. Les ilotes se multipliaient. Ces esclaves, méprisés mais indispensables, dépassaient désormais les citoyens spartiates en nombre de 10 contre 1. Et si un jour ils se révoltaient, si la machine parfaite forgée pour dominer devenait victime de son propre excès, les anciens, terrifiés par cette perspective, renforcèrent encore le contrôle.
Chaque génération dut prouver sa pureté, son endurance, sa loyauté absolue. Les naissances étaient surveillées. Les unions sélectionnées avec plus de rigueur que jamais. Le moindre soupçon de faiblesse devenait un crime. L'agogé se fit encore plus brutal. Les punitions publiques se transformèrent en spectacle. Les enfants devaient regarder leurs camarades mourir sans ciller. On leur disait « Celui qui détourne les yeux détourne la gloire ». Et ils apprenaient à regarder. Une chronique fragmentaire parle d'un hiver terrible où la famine frappa la cité. Les instructeurs, pour préserver la discipline, décidèrent de réduire encore les rations. Les plus jeunes moururent par dizaines. On enterra leur corps à la hâte, sans cérémonie. Les survivants, transis, continuèrent de s'entraîner dans la neige, pieds nus, le ventre vide. Elle, un des, eux écrivit plus tard, « Nous étions plus proches des loups que des hommes. » Mais même les loups finissent par se dévorer entre eux. La paranoïa gagna les sommets du pouvoir. Les efforts espionnèrent les rois surveillaient les efforts. L'État tout entier devint une cage de fer où chacun suspectait l'autre. Les anciens rites de fraternité se transformèrent en rituels d'obéissance. Sparte, jadis fière de son unité, sombra dans la méfiance. Les ombres du Taïget semblaient s'étendre jusqu'au temple. Et les dieux, eux aussi, se taisaient. Des voyageurs athéniens, revenus de Laconie, rapportèrent une atmosphère étrange, presque surnaturelle. « Sparte n'est plus une cité », écrivit l'un d'eux, « c'est une armée sans guerre. » En effet, l'obsession de la perfection avait vidé la vie de tout autre sens. Les Spartiates s'étaient préparés à mourir, mais pas à vivre. Ils avaient façonné des guerriers éternels, incapables de supporter la paix. Et c'est dans cette paix forcée que naquit la folie. Les jeunes, élevés dans la rigueur absolue, commencèrent à manifester des signes de violence incontrôlables. Dans les bois, des incidents éclatèrent. Des éphèbes tuaient leurs camarades par jeu, incapables de distinguer le rite de la réalité. Les magistrats punissaient, mais sans comprendre que la maladie venait du système lui-même. À force de créer des machines de guerre, on avait effacé la frontière entre le combat et la vie. Certains sages, comme le philosophe Chilon, osèrent murmurer que la cité perdait son âme. Mais à Sparte, les âmes n'avaient plus de valeur. On disait que Chilon mourut dans le silence, seul, oublié de tous. Un événement vint sceller le destin de cette société glacée. La défaite de Leuctre en 371 avant J.C. Ce jour-là, face aux Thébains d'Épaminondas, la phalange spartiate, réputée invincible, fut brisée. Le choc fut immense. Le mythe de la perfection s'effondra en un instant. Les Spartiates, habitués à la victoire, découvrirent pour la première fois la peur. Et cette peur, qu'ils avaient éradiquée de leur cœur pendant des générations, revint comme un spectre. Dans les rues de la cité, après la bataille, les chants cessèrent. Les vieillards regardèrent les collines sans parler. Les enfants, eux, continuaient à s'entraîner, ignorant que leur monde venait de mourir. Car Sparte, en perdant la guerre, perdit plus que son armée. Elle perdit sa raison d'être. Sans ennemis à combattre, à quoi servaient ces hommes? Sans gloire à conquérir, pourquoi endurer la douleur? La machine s'était grippée. Les fondations idéologiques s'écroulaient, lentement mais inexorablement. Et pourtant, même dans la ruine, la cité refusa de changer. La discipline resta, la cruauté demeura. On continuait à jeter les nouveau-nés jugés indignes, comme si ce rituel pouvait conjurer la décadence. Mais rien ne pouvait plus la sauver. Un historien romain, Polybe, décrivit avec horreur la Sparte déchue, qu'il visita des siècles plus tard. Là où jadis la vertu régnait, ne subsiste que la suspicion et la décadence. Les Spartiates ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes, prisonniers de lois trop anciennes pour des hommes déjà morts. Dans les temples désertés, les prêtres murmuraient des prières qu'ils ne comprenaient plus. La cité avait voulu créer des dieux vivants, mais elle n'avait engendré que des fantômes. Et pourtant, quelque chose d'étrange persistait. Même dans la ruine, Sparte fascinait. Sa légende survivait, plus puissante que la réalité. Les étrangers parlaient encore de son courage, de sa discipline, de sa grandeur. Personne ne voulait voir la vérité,
que cette grandeur avait été achetée au prix du sacrifice de L.U. humains. Un jeune historien moderne, Théodore Lesage, a écrit « Sparte n'est pas morte à Leuctre, elle est morte bien avant, le jour où elle a cessé d'aimer. » Ce constat résonne comme une sentence, car en détruisant la faiblesse, Sparte avait aussi détruit la tendresse, la compassion, la beauté fragile de la vie. Elle avait voulu créer des dieux et avait engendré des statues de chair. Mais les statues ne rient pas. Elles se fissurent lentement sous le poids du temps. Certains archéologues ont retrouvé, dans les ruines du sanctuaire d'Orthia, des ossements d'enfants portant des marques de coups. Selon les sources, les jeunes subissaient là un rite terrible, la diamastigosis, la flagellation rituelle. Devant les prêtres, les adolescents étaient battus jusqu'à ce que le sang coule. Celui qui résistait devenait un héros. Celui qui tombait était méprisé. Ce rite, jadis symbole de force, devint sous l'Empire romain un simple spectacle pour touristes. Des foules étrangères venaient admirer les jeunes Spartiates se faire battre à mort, un vestige grotesque d'une grandeur disparue. Ainsi s'acheva la transformation. La douleur, jadis sacrée, devint divertissement. Et dans ce dernier renversement, Sparte trahit son propre idéal. Ce N était plus la cité qui dominait la souffrance. C était la souffrance qui dominait la cité. Le sang versé n'avait plus de sens, les cris n'éveillaient plus la gloire, seulement la pitié des spectateurs. Le rituel s'était vidé de son âme, ne laissant qu'une mécanique barbare. Les prêtres d'Orthia racontèrent que parfois, dans la nuit, on entendait encore des échos, les voix des anciens enfants, perdus dans le temps. « Nous ne craignons rien », disait-il. Mais le vent du Taïget semblait répondre « Vous n'êtes plus rien ». Et c'est là, dans ce silence sépulcral, que s'éteignit l'esprit de Sparte. Non pas dans une explosion, mais dans un murmure. La perfection qu'elle avait cherchée se dissipa comme un mirage. La cité, jadis si redoutée, ne laissa derrière elle que des ruines et une question obsédante. Et si la quête de la perfection était la plus grande des faiblesses? Car Sparte voulut créer un monde sans peur, sans douleur, sans échec. Mais en effaçant tout cela, elle effaça aussi la joie, la mémoire, la liberté, l'humanité, elle-même. Et peut-être que le véritable héritage de Sparte n'est pas sa gloire, mais son avertissement. Les siècles ont effacé les pierres, mais pas le mythe. Sous le soleil implacable du Péloponnèse, les ruines de Sparte dorment encore, austères, muettes, couvertes de poussière. Rien n'y chante, rien n'y bouge. Pourtant, quand le vent descend du Taïget, il emporte avec lui une rumeur, le souvenir d'une cité qui voulut être parfaite. Une cité qui, pour atteindre l'immortalité, choisit la mort. Car le paradoxe de Sparte est là, elle a survécu dans les mémoires précisément parce qu'elle est détruite. Son idéal d'invincibilité contenait en lui-même la graine de sa chute. En voulant abolir la faiblesse, elle a nié la vie. Et la vie, tôt ou tard, se venge toujours. Les philosophes antiques le comprirent. Aristote, dans sa politique, critiquait déjà ce système inhumain. Les Spartiates sont des hommes faits pour la guerre mais incapables de vivre en paix. Cette phrase, écrite il y a plus de 2 millénaires, sonne encore comme une condamnation. Car que vaut la force si elle ne sait pas s'arrêter? Que vaut le courage s'il devient incapacité à aimer? On dit que, dans les derniers temps, les jeunes Spartiates n'étaient plus que des copies déformées de leurs ancêtres. Leur discipline subsistait, mais sans but. Les exercices, les chants, les rites continuaient, vidés de sens, répétant mécaniquement une grandeur disparue. C'était comme si la cité s'était transformée en son propre fantôme. Dans les campagnes, les ilotes, autrefois terrorisés, reprirent espoir. Certains s'enfuirent, d'autres se rebellèrent. Les Spartiates, trop peu nombreux, trop fiers pour demander de l'aide, laissèrent leurs terres se perdre. Le sang des maîtres se dilua. Les mariages entre citoyens se firent rares, puis cessèrent. Peu à peu, Sparte s'éteignit, non pas dans la guerre, mais dans le silence démographique. Sa pureté tant vantée devint sa tombe, et pourtant, le monde moderne n'a jamais cessé de la contempler avec fascination. Les empereurs romains,
les rois d'Europe, les idéologues du XXe siècle, tous ont rêvé, d'une manière ou d'une autre, de ressusciter Sparte. Ils y voyaient le modèle d'une humanité disciplinée, forte, obéissante. Mais peu comprirent le prix que cette force exigeait, la négation de tout ce qui fait, elle, homme. Certains savants allemands du XIXe siècle citaient Sparte comme exemple d'un peuple biologiquement sain. D'autres, plus tard, y virent la préfiguration de la société totalitaire. Dans les deux cas, la même illusion persista, celle qu'il est possible de purifier, elle, humanité, de ses faiblesses, sans la détruire. Mais Sparte, déjà, avait prouvé que c'était impossible. Un archéologue contemporain, Anna Karamidou, a écrit « Sparte n'a pas disparu, elle s'est simplement déplacée. Elle survit chaque fois qu'un État préfère l'ordre à la compassion, la force à la liberté. » Cette phrase, gravée sur la plaque d'un musée à Athènes, résonne comme un avertissement. Car peut-être que la véritable question n'est pas ce que Sparte a été, mais ce que nous sommes devenus. Dans les écoles, dans les armées, dans les entreprises, l'idée de la performance parfaite continue de hanter nos sociétés. Nous mesurons la valeur par la productivité, la force, la résistance. Nous glorifions la discipline, nous méprisons la faiblesse. Et dans ce culte moderne de la perfection, on retrouve, sous des formes plus subtiles, la même obsession que celle des anciens Spartiates. Éliminer ce qui dépasse, corriger ce qui faillit, transformer l'humain en machine. Peut-être que Sparte n'a jamais vraiment disparu. Peut-être qu'elle sommeille dans nos gènes, dans nos institutions, dans nos rêves de pureté. Mais revenons au commencement. Imaginez une nuit d'hiver, quelque part autour du 8e siècle avant notre ère. Une femme accouche dans une cabane de pierre. L'enfant pleure, fragile, minuscule. Au matin, 2 vieillards entrent. Ils le regardent. L'un d'eux hoche la tête. L'autre le prend dans ses bras et s'éloigne. La mère ne dit rien. Elle sait. Elle a grandi ici. Elle connaît la loi. Des siècles plus tard, dans un musée, un visiteur contemple une statuette de bronze représentant un hoplite. Il y voit la perfection. Un corps sans défaut, une expression sans émotion. Mais si l'on regarde de plus près, si l'on approche l'oreille, on croit entendre autre chose. Comme un murmure, un écho, le cri de cet enfant qu'on a jugé trop faible pour vivre. Et c'est peut-être cela, le véritable secret de Sparte. Derrière la gloire, un silence. Derrière la perfection, un crime. Les historiens aiment à rappeler que la cité n'eut jamais de mur, car ces hommes étaient ses remparts. Une formule superbe mais trompeuse. Car ces remparts finirent par s'écrouler, non pas sous les coups des ennemis, mais sous le poids de leur propre rigidité. Un jour, raconte une légende tardive, un vieil instructeur se rendit seul au sommet du Tayget. Là où, jadis, on jetait les enfants jugés indignes. Il s'assit au bord du précipice, regarda le vide et dit « Nous avons voulu être des dieux. Nous n'avons été que des bourreaux. » Puis, il se laissa tomber. Peut-être cette histoire est-elle inventée. Peut-être pas. Mais elle dit la vérité symbolique. Celle d'une civilisation qui se punit elle-même pour avoir voulu abolir la faiblesse. Aujourd'hui, les fouilles archéologiques continuent. On retrouve des os, des outils, des fragments de céramique. Rien ne dit vraiment la souffrance, rien ne crie. Et pourtant, tout semble chargé d'une énergie sombre, comme si la terre elle-même se souvenait. Certains soirs, les habitants de Sparte, la ville moderne, bâtie sur les ruines de l'ancienne, disent entendre dans le vent du Tayget des chuchotements, des voix d'enfants, des chants anciens. Peut-être est-ce le souvenir du sang, peut-être le simple jeu du vent. Mais les anciens disaient déjà « Ceux qu'on a oubliés, le vent les porte ». Alors que reste-t-il de Sparte? Des ruines, des légendes, un avertissement. L'idée que la perfection, poussée à l'extrême, devient monstrueuse, que la force lorsqu'elle nie la fragilité, engendre la cruauté, que l'ordre, lorsqu'il écrase la liberté, détruit la beauté qu'il prétend protéger. Et pourtant, l'humanité semble condamnée à répéter ce cercle. À chaque époque, une Sparte renaît, différente dans sa forme,
semblable dans son essence. Une société qui croit pouvoir créer un homme nouveau, meilleur, purifié. Et chaque fois, elle finit par produire l'inverse, la souffrance, la peur, le silence. Peut-être que la véritable grandeur n'est pas dans la perfection, mais dans l'imperfection assumée. Peut-être que c'est dans la faiblesse, dans la compassion, dans le doute, que se cache la vraie force. Mais Sparte ne le comprit jamais. Et c'est pourquoi son nom aujourd'hui encore fascine et effraie. Les touristes marchent sur ses ruines, prennent des photos, récitent distraitement les exploits de Léonidas et de ses 300. Ils oublient que ces 300 furent le fruit d'un système qui avait broyé des milliers des autres avant eux. Ils oublient que pour chaque héros, des centaines d'enfants furent rejetés dans le vide du Taygète. Sparte, la fière, la pure, la glacée, n'était pas seulement une cité de guerriers. Elle était un laboratoire. Le premier laboratoire de la domination absolue. Et si, quelque part, dans nos rêves modernes d'excellence et de contrôle, nous poursuivions sans le savoir ce même rêve ancien, celui d'un monde sans faiblesse, sans douleur, sans humanité? L'histoire ne répond pas. Elle se contente de nous regarder. Alors, quand le vent souffle sur le Taygète et que la lumière décline, on croit entendre une dernière phrase, portée depuis un autre temps. Nous avons voulu être parfaits. Nous avons oublié d'être vivants.